Messieurs, dames, bien le bonjour, il est là 11h15 pétante, c'est quand même très bien pensé tout ça. J'espère que vous êtes en forme pour ce début de semaine. Voilà, ça, on y est, ça y est. Début de semaine sur Twitch, juste milieu, juste bistrot, juste du plaisir. Voilà, pour attaquer la semaine. Belle semaine encore qui arrive à toute vitesse, ça va être chargé. On a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'actualités. On va se retrouver sur Twitch, alors, sauf accident de deltaplane. Alors, dans la mesure où je fais pas de deltaplane, normalement, on est peinard, on va se retrouver 4 fois cette semaine sur Twitch. Donc, voilà, les horaires seront annoncés sur les réseaux sociaux en amont parce que c'est jamais pareil en fait. Il n'y a aucune cohérence. Voilà. C'est la réforme des retraites. On se met dans le thème. Donc aujourd'hui, c'est 11h15. Je vous communiquerai en fin d'émission, hein, demain, l'horaire. Demain, ce sera plutôt 17h30. Voilà. Voilà, on sera en fin d'après-midi. Ce soir, ce sera pas en fin d'après-midi. Enfin, il n'y a pas aujourd'hui en fin d'après-midi. Pour d'évidentes raisons de handball, hein, la France affronte la Slovénie au mondial de handball. Donc vous l'imaginez bien. Je serai en slibard sur mon canapé. Donc voilà les amis, très heureux de vous retrouver. J'espère que le week-end a été bon, que le week-end a été chaleureux. Merci à Mister Dean, Steven Sub, c'est le 8e mois, on commence en fanfare. Merci également. J'ai vu passer à Axtrom82 qui vient de se prime, c'est le 80. C'est le 4e mois, j'en bafouille. Merci beaucoup, merci, cher ami. Toutoun le Suisse qui est là, Kiket 12 qu'on embrasse, Baby Lock, on a Miss Deans bien sûr, on a tout le monde. Tout mon buffet froid 44, ça me parle. Ça me parle. Donc, on va attaquer tout de suite en fanfare l'actualité, hein. L'actualité, c'est la tempête Gérard, voilà, qui est en train de pointer le bout de son blaire du côté de la France. Là, on est nord-ouest en ce moment, la tempête Gérard qui se ramène. Alors, petit point météo, voilà, c'est important. Le nom me parle beaucoup, ça c'est important, hein. Tempête Gérard, il y a quelque chose d'assez sympatoche. Mais bon, on espère quand même qu'il ne va pas y avoir trop de dégâts. Courage à nos amis du nord-ouest pour l'instant qui vont ramasser la tempête. En attendant que la tempête se propage dans toute la France à partir de jeudi avec les grandes manifestations qui sont prévues. Espérons que là aussi la tempête fasse son œuvre. Voilà. On verra ce que ça va donner. Mais on va en parler aujourd'hui, vous vous en doutez, la question, voilà, la réforme des retraites, le débat approche, les premières manifestations approchent, donc on va voir un petit peu où on en est, même si voilà, vous connaissez la ligne chez Juste Milieu, mais on va vraiment voilà, s'échiner à la répéter, hein, semaine après semaine, ce théâtre politique qui se déroule sous nos yeux, où l'arrivée d'un 49-3 semble inévitable, hein, le gouvernement se prépare très clairement, on en reparlera dans la farce tranquille mercredi à 18h, c'est le rendez-vous, mais on va décortiquer un petit peu tout ça. Les représentants, hein, du gouvernement sont sur le front. Alors, ils ont envoyé Aurore Berger. Bon, c'est comme si, voilà, pour parler de la question de la chasteté, t'envoyais Rocco Siffredi à la téloche. Alors, c'est pas le plus évident, c'est pas le plus efficace. Et je pense qu'ils n'ont trouvé que elle, hein, au gouvernement, parce que, blague à part, tu peux pas envoyer Olivier Véran porte-parole du gouvernement. Ça va rappeler trop de mauvais souvenirs. Et je suis sérieux quand je dis ça. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, il était porte-parole, alors porte-parole de l'industrie pharmaceutique, mais voilà, c'est pas le sujet. Il était ministre de la Santé. Donc on ne voyait que lui. On a vu Monsieur Salomon, Jérôme Salomon à un moment donné. Alors lui, son truc, c'était d'annoncer le tiercé et le nombre des morts en fait. Tous les jours, il était là. Et il te disait 200, 300. Un jour, il te disait un chiffre en fait qui était plus fort que la veille. Donc tu avais des gens qui avaient ressuscité, enfin un truc absurde. Et je pense que dans une logique communicationnelle, remettre Olivier Véran aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Donc ils ont dit plouf plouf, Amstramgram, pif et collégramme, Aurore Berger. Là, ils se sont regardés, ils ont dit sinon, moi j'ai une chaise pliante de camping qui est dispo à la cave, on a peut-être meilleur jeu. Non, ils ont dit on va envoyer Aurore Berger. Donc là, c'est Aurore Berger qui défend la réforme des retraites sur les plateaux. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est. Alors, je peux pas tout vous révéler parce que il va se j'ai quasiment 1h30 de script sur Aurore Berger pour le prochain épisode de La Farce Tranquille. Mais il y a un problème avec cette dame, hein, parce que, alors, non contente, si vous voulez, de déplier les éléments de langage du gouvernement, elle ne comprend pas en fait certains concepts, voilà. Notamment celui de grève. Je vais vous mettre une petite séquence. Elle était, entre autres, hein, elle était pêle-mêle chez le grand jury sur RTL, et voilà ce qu'elle arrive à nous sortir, Madame Berger. Regarde, je me trompe pas d'écran, paf. FO s'attend à de nombreuses classes fermées, une mobilisation qui va durer. Dans les transports, l'intersyndicale SNCF anticipe une grève puissante. La CGT RATP vise carrément une journée zéro transport. Est-ce que ce sera la chienlit, pour reprendre un mot célèbre? Mais surtout, est-ce que vous l'assumerez jusqu'au bout?
Mais cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Voilà. Déjà, premier point. Je me permets d'intervenir tel un professeur de techno pour voir si vous avez bien compris comment on fabrique une dynamo. Aurore Berger vous dit ouvertement, et là c'est le gouvernement, donc c'est pas moi, hein, Berger vous dit officiellement ce qu'il en est. Cette réforme sera appliquée. Donc, faut pas se leurrer. On est au-delà, pour Aurore Berger, on est au-delà du discours politique de on croit en notre réforme, elle va être appliquée parce que machin. Non, non, le gouvernement va appliquer cette réforme. Au moins, c'est clair. Donc, c'est l'avantage d'Aurore Berger, c'est qu'elle a l'honnêteté de son incompétence. C'est-à-dire que je pense qu'elle est même plus consciente, en fait, que à répéter des éléments de langage en permanence, donc sans faire appel aux quelques stocks de neurones qui restent chez République En Marche, elle se rend pas compte qu'elle est en train de pulvériser tout le discours du gouvernement depuis un peu moins de 10 jours, où tout le monde répète non, non, mais il y aura un vrai débat, il y aura un vrai débat, il y aura un vrai débat. Alors, déjà, quand tu as dit 49.3 en 55 jours dans ta hotte, c'est compliqué de parler de débat. Mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, Aurore Berger qui débarque et qui, en fait, est en train de plomber tout le discours de ses petits copains. Et au moins, c'est honnête. Je le reconnais ça, tu vois. Elle a l'honnêteté, effectivement, tu sais, de l'enfant de 8 ans. Tu sais, as une surprise pour la mamie parce que tu fais un goûter surprise, et puis en fait, tu as convoqué la tante, l'oncle, tu as tout le monde qui est là pour le goûter. Et mamie Simone, elle n'est pas au courant. Et tu sais, mamie Simone, elle débarque, tout le monde est caché là, derrière le canapé, prêt à surgir. Et là, tu as la petite Natacha, 8 ans, qui débarque, qui dit ah, mamie, trop drôle, il y a tonton et tata qui sont cachés. Ah, qu'est-ce que t'es conne, Natacha. Et puis là, après, voilà, ça vire au drame familial. Ben, Aurore Berger, c'est pareil. T'as toute la famille qui organise une surprise aux futurs retraités là, depuis un bout de temps. Aurore Berger, elle arrive, elle dit non, mais en fait, la réforme, on va la faire quoi qu'il arrive. Ah, d'accord. Donc là, forcément, elle a dû prendre un coup de vapoteuse à la gueule quand elle est rentrée à l'Élysée. Mais elle a niqué toute la dynamique de communication du gouvernement. Et on continue parce que sur la même séquence, c'est l'Eldorado. Que Cette soit les réforme blocages dans la rue entrera- exprimés malgré les écoles fermées. Cette quelle que soit réforme la durée. entrera en vigueur. Et justement, les Français n'auront pas la double peine. Ils n'auront pas d'un côté la pénalisation de grèves qui peuvent profondément bousculer leur vie quotidienne quand on ne peut pas déposer ses enfants à l'école, quand on ne peut pas prendre le métro, quand on ne peut pas prendre le Transilien. Mais de l'autre côté, ils n'auront pas la double peine d'avoir des parlementaires qui n'ont pas le courage d'assumer cette réforme. Nous aurons le courage de l'assumer et d'aller au bout. Marie-Pierre Haddad avec le hashtag Le Grand Jury. Dans tous les commentaires qu'on reçoit, on voit vraiment que les internautes commencent à avoir peur des conséquences sur leur vie quotidienne de ces blocages et de ces manifestations. Est-ce que vous leur dites tout simplement, mais préparez-vous, ça va arriver et voilà, ce n'est qu'une façon de la part des syndicats de montrer les muscles et il faut s'y faire. Il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. On n'est pas là pour, encore une fois, empêcher ce droit de grève. C'est évidemment pas notre objet. Par contre, on a un service minimum qui existe dans les transports et qui doit être exercé à la RATP et à la SNCF. On a un service minimum d'accueil à l'école. Et je demande aux collectivités d'être particulièrement mobilisées pour permettre, encore une fois, d'accueillir les enfants parce qu'il y a un certain nombre de parents qui n'auront pas la possibilité, encore une fois, d'avoir une alternative pour les faire garder s'ils souhaitent aller travailler. Donc je crois que c'est une mobilisation collective, de solidarité qui doit pouvoir exister. Encore une fois, il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français qui veulent aller travailler. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses parfois, et notamment sur les services minimums qui existent dans les transports et à l'école. Voilà, donc là, on peut passer une demi-heure. Alors déjà, merci à Steph C qui vient de subprime, c'est le 6e mois, merci beaucoup. Merci également à Mister Série 76, 6e mois, que j'embrasse, cher ami. Donc Aurore Berger, effectivement, alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le droit de grève, c'est bien sûr le droit d'une grève qui dépasse l'intérêt de ceux qui font la grève. En tout cas, qui dépasse le fonctionnement normal de l'existence des gens. C'est-à-dire que si tu fais grève et que tu es tout seul dans ton garage, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu bloques la rue, ta cause prend de l'ampleur. C'est-à-dire que oui, elle vient emmerder celui qui veut traverser la rue, hein, même pour trouver un emploi, qui sait. Mais c'est aussi le principe. C'est qu'à un moment donné, une grève qui n'emmerde que ceux qui font la grève, en fait, ça s'appelle une réunion. Ça s'appelle une réunion PowerPoint, ça s'appelle pas une grève. Et Aurore Berger, bah, elle comprend ça, mais bon, petit à petit. Hein. Déjà, elle a sûrement, là, elle est leçon 2, la démocratie. Mais bon, pour l'instant, elle est que leçon 1, la grève. Elle comprend ça petit à petit, mais ça a du mal à rentrer quand même, parce que elle te dit, faudrait pas que cette grève bloque les autres citoyens. Ah. Mais du coup, ça sert à quoi? Si ça bloque pas. Voilà.
Je te dis pas qu'il faut foutre la France à feu et à sang. Les grévistes sont pas des idiots. Ils ont tous des enfants, ils ont tous des proches qui bossent dans d'autres secteurs, dans d'autres machins. Mais l'intérêt de la grève, c'est que certains corps de métier défendent leurs intérêts pour éviter que par jeu de domino, les intérêts des autres soient rognés. C'est tout l'intérêt de la grève. C'est-à-dire que oui, ça fait chier quand les cheminots font grève, mais les cheminots font grève pour qu'on ne touche pas aux droits des cheminots qui, si c'était le cas, pourraient venir entraver d'autres droits de la fonction publique puis du privé. C'est malheureux, mais c'est le principe de la grève. Et s'il y a un effet de domino inverse, c'est-à-dire que les cheminots font grève, les taxistes disent tiens, nous aussi, les ambulanciers, les raffineurs, tout ce que tu veux, et bien en fait, là, ça devient intéressant. Et c'est comme ça qu'un gouvernement peut reculer. Parce qu'aujourd'hui, sinon, il ne recule pas un gouvernement. C'est aussi ça le principe de la grève, que Aurore, à mon avis, veut peut-être pas comprendre. C'est que si ça ne bloque pas une petite partie de la France, le gouvernement fait ce qu'il veut. Et ça s'appelle plus la démocratie. Voilà. Déjà que, bon, on voit au niveau des, euh, des élections, bon, on en a suffisamment parlé en avril et mai 2022. euh, Quand vous avez la très grande majorité des médias qui se mettent à aller dans le même sens euh, pour vous proposer un jeu qui est le fascisme ou Emmanuel Macron, bon, c'est sûr que c'est vite joué. Et quand tu as déjà eu la partie en 2017, qu'on te refait pareil en 2022, derrière venir parler de démocratie et compagnie, de neutralité médiatique, d'indépendance médiatique, faut se lever de bonne heure. Et là, c'est un petit peu pareil. Il ne reste que ça au peuple. Il faut aussi prendre conscience. Et quand je vous dis ça, j'imagine bien effectivement beaucoup de gens qui, peut-être parmi vous, chers spectateurs qui regardez, oui, c'est sûr qu'on peut être emmerdé par les grèves. Il faut garder les gosses à l'école, tu peux peut-être pas aller remplir ta bagnole, tu avais prévu de prendre le train pour aller rendre visite à ton oncle, j'en sais rien, tu vois. Oui, c'est emmerdant mais c'est le dernier moyen qui reste au peuple pour se faire entendre. C'est aussi ça le problème. Et c'est aussi pour ça que les Gilets jaunes, on a tenté, enfin, beaucoup de médias ont suffisamment tenté de leur chier dessus pour décrédibiliser la cause. Mais au départ, c'est une agglomération de gens qui n'ont plus que ça pour se faire entendre. Parce que quand ils vont voter, on leur dit vous êtes fasciste, qui votent à l'extrême droite ou à l'extrême gauche d'ailleurs, hein, qu'importe. On leur dit bah, en fait vous votez mal. Et ça depuis 2005, c'est-à-dire 2005, on leur a dit le peuple, Europe ou pas l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait? Le peuple a dit non, pas Europe. D'accord, ce sera Europe. Oui, mais j'ai dit pas Europe. Non, mais ta gueule en fait. On est en 2007, maintenant c'est fini, c'est Europe. D'accord. Après, on lui a dit tiens, il y a eu 2002 par là, mais c'était une première secousse. Et après 2012, tu vois. Puis tu vois Le Pen qui fait des gros scores. Et on dit comment ça, le peuple, Le Pen fait des gros scores? Attention, c'est pas bien. Et là, on te met Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, le peuple à qui on pose des questions n'est même plus attendu. Donc sans grève, comment vous vous faites entendre? Ou alors on arrive sur des mouvements de foule, sur de l'insurrection. Alors là encore, il faut faire attention parce que c'est pas évident. J'ai analysé le truc. L'insurrection en Iran, ça s'appelle une révolte populaire. C'est bien. L'insurrection au Brésil, ça s'appelle les complotistes. Voilà, faut faire attention parce que la grille n'est pas évidente et on l'a vu hein, à un mois d'intervalle, un mois et demi, il y a eu une révolte populaire légitime, enfin jugée légitime par beaucoup et je partage cet avis, mais ça n'est que le mien, en Iran où le peuple s'est réveillé contre enfin, ou tente de se réveiller au prix du sang contre l'ordre établi. Par contre, quand le Brésil fait la même chose, ce sont des complotistes d'extrême droite. Moi, je sais pas. Après, bon, c'est peut-être le décalage Liban-Brésil. Qatar Airlines, tu as 6 heures de vol, donc peut-être que les notions ne traversent pas forcément l'océan. Mais en tout cas, faut faire attention. Donc en France, c'est un petit peu pareil. Si le peuple se réveille parce qu'il ne lui reste plus que ça pour se faire entendre, là, ce sera les complotistes d'extrême droite. Donc c'est vrai que tu dis au peuple, même quand vous vous réveillez et que vous utilisez ce droit à la révolte populaire, à l'insurrection populaire quand il ne reste plus que ça, c'est complotiste d'extrême droite. Faut faire attention. Tu signes automatiquement en fait. Si toi tu arrives, tu dis bon ben en fait j'ai plus à bouffer, j'ai plus de médicaments, j'arrive pas à nourrir suffisamment mes enfants, je vais aller prendre d'assaut la mairie. Par but symbolique, parce que t'en as rien à foutre du maire. De toute façon, c'est l'oncle de ta voisine dans une petite ville ou un petit village, donc c'est pas pour péter la gueule au maire, c'est symbolique. Et là on va dire non en fait t'es fasciste. Le bruit des bottes, le ventre de la bête de Jean-Marie Le Pen. Ou Lénine, tu choisis ton camp. Et tu as quand même le choix du camp dans le fascisme. Donc,
c'est là où ce qui se passe est redoutable, et cette grève, j'en conviens, ça peut être très chiant, mais il en va au moins du maintien de l'intérêt, de la capacité du peuple à se faire entendre, pour des causes que tout le monde ne partage pas, et ça n'existe pas, sinon malheureusement, une cause que tout le monde partage, ça n'existe pas, mais il en va de l'intérêt du peuple à se faire entendre, peut-être pour des causes futures qui concerneront davantage de gens. Mais si aujourd'hui il n'y a rien et qu'on accepte que des gens se fassent taper dessus parce qu'ils ont eu le malheur de manifester, bah là, là ça devient problématique. Alors, je prends un petit peu le chat, on papote les amis. Tu vois, je me suis lancé pleine balle. On est lundi matin, je suis en forme. Moods for Mode qui dit tu peux pas comparer Iran et Brésil. Alors attention, cher ami, c'est vrai que je suis parti un peu de tout chousse, j'avais pas mis mon bonnet, je suis allé un petit peu vite. Euh, je compare le traitement médiatique qui est fait sur ces situations. Bien sûr que la réalité est différente, la réalité politique, la réalité géographique, bien évidemment, la réalité économique, bien sûr que tout ça est différent. Je parle du traitement politique qui est fait, c'est qu'on a peu de médias qui sont arrivés en disant, voilà, même si les conditions sont différentes, qu'est-ce qui fait que l'Iran, c'est une révolte populaire, et le Brésil, la mainmise des complotistes d'extrême droite. On pourrait parler également du Liban, par exemple, ou d'autres pays où le peuple se fait entendre, et on voit bien que c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même traitement qui est réservé, et ce qui me semble suspect. Après, je pose la question, tu vois, le débat est là, le débat est vif, et ça c'est important. Donc voilà pour cette réforme des retraites. Alors on n'a pas fini de voir parader les membres du gouvernement à la téloche, qui font le service après-vente d'un projet bon, bah, qui est déjà signé, hein, vous l'aurez compris. Et pendant ce temps, hein, j'ai un petit peu bossé le script de cette émission, voilà, pour tout de suite vous mettre dans le rythme, hein, parce que cette semaine, il va arriver des choses qui, au niveau de votre bol digestif, risquent de secouer un petit peu. C'est Bruno Le Maire, alors. Pendant que le gouvernement prépare, si vous voulez, dans une sorte de logique assez simple d'installation de vaseline en vue d'un rapport amical approfondi, les gens s'auto-congratulent. Bruno Le Maire, qui est reçu par Apolline de Malherbe sur BFM TV, et Apolline de Malherbe lui dit, voilà, qu'est-ce que ça fait d'être le ministre le plus aimé du gouvernement? J'aimerais que ce soit une vanne, mais j'ai la séquence, hein, j'ai des preuves, je le prouve. Là, pour que ça marche, pour qu'on... Et le ministre le plus... Tout le reste, je vais vous dire... Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez le ministre le plus populaire du gouvernement? Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir, et vraiment, très sincèrement, j'en ai absolument rien à faire. Ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que effectivement, les aides fonctionnent. Un boulanger, le président de la République, une fois encore, a raison de le rappeler, il arrive à 4h du... Voilà. Alors celle-là, faut la sortir, hein. Celle-là, faut... Bon, Bruno Le Maire est un guignol, ça c'est une chose. Il arrive avec son col roulé de communication. Tu dis, bon, déjà, là, Bruno, tu cherches un petit peu quand même. Et là, maintenant, tu as la journaliste qui dit, alors, ça fait quoi, Bruno? Beau gosse, le teint allé. Bruno, qu'est-ce qui se passe, Bruno? Bruno, si je peux me permettre, puis-je vous appeler Dieu, Bruno? Ou Jésus Dieu. Choisissez, Bruno. Et elle lui dit, ouais, qu'est-ce que ça fait d'être le ministre le plus apprécié? Alors, on ne sait pas par qui, hein. Bien sûr qu'il y a des Français qui peuvent apprécier des gens du gouvernement, tu vois. Tu as des gens qui sont quand même autrement plus sympatoches, tu vois. À la limite, un Olivier Dussopt, je te dis pourquoi pas, tu vois. Par contre, quand tu dis ça à Bruno Le Maire, je pense que quand ils ont fait la réunion, quand ils ont commandé le sondage, ils ont dit, bon, allô, le sondage. Oui, c'est l'Élysée au téléphone. Il nous faut un sondage sur les ministres les plus appréciés. Le sondeur, il a dit, écoutez, monsieur, j'ai la liste sous les yeux, je trouve pas. Vous allez poser la question. Bruno Le Maire, réponse A. Un cintre, réponse B. Un écouvillon Covid-19, réponse C. L'écouvillon est arrivé deuxième. Ça s'est joué à 3%, à mon avis. Voilà, c'est les coulisses que je vous livre de la chose. Et donc, Bruno Le Maire se retrouve le ministre le plus apprécié. Je serais très intéressé de savoir comment était réalisé ce sondage, contre qui il a été mis, parce que véritablement, un toucher rectal a ses chances. Il faut le prendre en compte. Ce qui d'ailleurs peut revenir au même, selon les périodes de rigueurs économiques. Il faut faire attention. Et donc voilà, il aurait pu te mettre Olivier Véran, tu vois. Quand il n'y a plus de limite, quand le mensonge est érigé en programme politique comme les autres, tu fais ce que tu veux, en fait. Et ça passe, tu vois. Et là, tu as Apolline de Malherbe qui est là, qui dit alors... c'est normal, en même temps, elle joue son boulot, elle aussi. BFM TV, c'est le groupe Altis, c'est Patrick Drahi, réputé proche d'Emmanuel Macron. Donc,
je vais peut-être vite en besogne et tout ça est sûrement un petit peu plus compliqué. Mais il n'en demeure pas moins qu'Apolline de Malherbe, elle n'a aucun intérêt à prendre l'antenne. Bonjour, il est 8h30 sur BFM TV, je reçois l'incapable Bruno Le Maire. Là, c'est fini. Hein. Là, c'est cuit pour elle, donc c'est normal. Elle dit alors qu'est-ce que ça fait d'être génial? Et dans le fond, elle n'a pas tort. Voilà, ça interroge. Mais pendant ce temps, Bruno Le Maire, c'est vrai que ce qui est intéressant, ça, j'ai pas compris par contre. Il y a sûrement des raisons, mais je vous avoue que j'ai pas compris. C'est le journal du dimanche qui nous a dit ça. Alors, ça date en fait, c'était en juillet. L'info ressort en ce moment, mais c'était en juillet. Et ce qui permet peut-être d'expliquer d'ailleurs ce qui se passe. Pourquoi il y a toute une propagande autour du personnage Bruno Le Maire. Propagande qui avait commencé d'ailleurs avec Michel Houellebecq dans son dernier livre Anéantir, où le personnage principal, alors Michel Houellebecq raconte dans son nouveau roman, sans parler de la nouvelle polémique, on pourra y revenir si vous voulez, mais dans son roman qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, Michel Houellebecq imagine en fait l'arrivée au pouvoir une sorte de ministre de l'économie compétent, machin, mais Dieu, c'est de notoriété publique que Michel Houellebecq et Bruno Le Maire sont amis dans la vraie vie, on va dire. Et donc déjà à ce moment-là, on disait ah Bruno Le Maire, le ministre écrivain, parce qu'effectivement il a commis plusieurs livres avec un ami à lui qui s'appelle Gilles Le Boucher, dont un polar, il me semble. Et donc dès lors, on a une image où Bruno Le Maire a toujours été présenté comme le plus présidentiable. Alors déjà, il a trahi la droite, ce qui est une sorte de médaille en fait. Pour être nommé général, faut les médailles. Alors fut un temps, c'était les médailles de guerre, tu vois, Légion d'honneur, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est le nombre d'enculeries que tu as pu commettre. Et Bruno Le Maire, c'est vrai que c'est l'équivalent du PSG en la matière. Et donc, il devient automatiquement présidentiable. Il a trahi les représentants aujourd'hui de 30 millions d'amis, hein, donc les Républicains, pour intégrer la République En Marche, alors qu'il avait dit que Macron était mauvais au moment où il était ministre de l'économie, enfin, classique. Et maintenant, on lui dit attention. Donc on fait des sondages tout bidons pour dire qu'il est génial. Tout le monde constate, hein, en se penchant 5 minutes sur le fait qu'il est nul à chier. Hein, même économiquement en vérité. Enfin, regardez l'état de la France, voilà, fin du débat. Et peut-être que, alors c'est une supposition, j'en sais rien, et puis à la limite, la France n'a pas besoin de Bruno Le Maire pour baisser son slibard, mais faut se rappeler, en juillet 2022, Bruno Le Maire décoré par l'Allemagne. Le ministre de l'économie et des finances, hein, qui avait reçu à Berlin la médaille de l'ordre du mérite. Pourtant, il n'est pas allemand, parce que sinon, il s'appellerait Bruno... The Mayer, Bruno Mayer. Je ne sais pas, je parle pas allemand. Enfin, pas sous la torture. Donc, peut-être que, tu vois. Et ils avaient dit, hein, à cette occasion, le germanophone Bruno Le Maire, grand artisan depuis 15 ans du rapprochement franco-allemand, recevra la médaille de l'ordre du mérite à un grade plus élevé que celui qui avait déjà été conféré. Donc, il est il a eu plus. Chez les Allemands, tu as ça. Après, tu as d'autres grades. Voilà. Donc voilà, il a été récompensé directement par l'Allemagne. Et alors, effectivement, il est prof d'allemand, enfin, il a prof d'allemand de métier, je suis pas sûr, il me semble que oui, il y a Moon62 qui le dit dans le chat, à vérifier, je suis pas sûr, mais il suffit de voir en fait la politique énergétique française pour comprendre qu'à un moment donné, l'Allemagne peut distribuer 3-4 breloques. C'est-à-dire que, et d'autres l'expliquent beaucoup mieux que moi, hein, vous pouvez regarder simplement ce qu'en dit un Fabien Bouglet, par exemple, que je salue, ou encore Jean Covici également qui en parle de temps en temps, mais l'évolution, enfin, l'enterrement progressif de la politique nucléaire française a toujours été en lien avec la défense des intérêts allemands. Vous prenez même depuis 30 ans quasiment, donc tout commence avec Mesmer dans les années 50-60, le grand plan sous De Gaulle pour faire de la France la nation majeure du nucléaire dans le monde entier, hein, pas seulement en Europe, ce qui va être mis en place. La France va se donner les moyens d'arriver à ce but-là. Et on va avoir dès 2003, il me semble 2002-2003, Lionel Jospin qui va enterrer le projet Astrid. Donc c'était un projet en fait de petite centrale nucléaire, pas des dispositifs plus petits qui utilisaient les déchets nucléaires pour fournir de l'énergie, de sorte à rendre ces déchets nucléaires quasiment inoffensifs, ce qui était déjà un progrès sur le plan écologique et un progrès sur le plan énergétique, ce qui permettait de générer 2 fois de l'énergie avec la même ressource. Ce projet a été enterré en 2003 sous l'impulsion des écolos français, dont Dominique Voynet. Je vais vous montrer une séquence pour que vous compreniez bien le trouble jeu qui a toujours été fait par la droite, enfin par la gauche et surtout la droite aussi. Je vais vous montrer la séquence après pour vous avoir expliqué ça. Et
rebelote avec Super Phoenix quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, je crois qu'on est en 2015-2016 à ce moment-là. Pareil, nos chercheurs, nos ingénieurs français travaillent sur un projet de smart nucléaire module, comme on appelle en anglais, donc des petites unités nucléaires qui utilisent les déchets. Le projet Super Phoenix va être enterré sous Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit à la fois l'Allemagne qui reste le numéro 1 de l'énergie en Europe, quitte à avoir des discours complètement bidons sur l'écologie pour derrière réouvrir des centrales à charbon. Ce qui se passe aujourd'hui du côté de Lanzerat, un truc comme ça, avec les écolos qui se bagarrent avec les gendarmes là-bas, je vous montrerai. Il y avait Greta Thunberg, elle arrivait comme ça. Elle tenait 2 t-shirts en chambre recyclables comme ça. Une sorte de Jésus au soja, c'est formidable. Et donc, on a abandonné encore ce projet Super Phoenix. Donc, depuis 20 ans, la France fait tout pour se mettre à poil et en privilégiant les intérêts allemands. Mais tout ça est factuel. Ce n'est même pas une question de politique, de parti politique ou quoi. Tout ça est factuel et c'est dans le cadre du fonctionnement de l'Union européenne. Regardez, lisez les livres de Fabien Bouglet, notamment son premier livre sur le nucléaire, qui explique ça très bien. Ou alors l'échange qu'on avait eu sur Juste Milieu il y a quelques mois, on s'appelle Juste Milieu, Fabien Bouglet, il explique ça très bien. Et pour vous dire, en plus, tout ça se fait déjà contre l'intérêt de la France, et en plus, dans une logique de tromperie aggravée, incarnée par Dominique Voynet, je vais vous montrer, ça résume ce que je suis en train de vous expliquer, et cette dame qui a trahi la France l'explique le sourire aux lèvres. De tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les 2 seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr. Voilà, donc rendez-vous compte, hein, Dominique Voynet qui était ministre à ce moment-là. Hein. Donc on a quelqu'un qui vous dit le sourire aux lèvres qu'elle a joué contre les intérêts de la France, qu'elle a menti. Quoi? Non, tout bon. Qu'elle a, pour une fois que j'ai pas oublié mon micro, ça va, on pourrait applaudir normalement. Elle a directement menti en fait à l'intérêt des Français et elle vous dit ça sourire aux lèvres. Pourquoi? Pour la défense, enfin pour la lutte contre le nucléaire. C'est pour ça qu'il faut toujours voir en fait en arrière-plan l'idéologie écologique qui se joue là-dessus. Avec des arguments contre le nucléaire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est génial et que demain je vais prendre un jacuzzi dans une centrale nucléaire, dans un réacteur, mais on est loin de tous les arguments qui sont brandis depuis un paquet d'années, que, ah ouais, attention, les centrales nucléaires, les risques d'explosion, Fukushima et compagnie, alors à l'époque Tchernobyl, mais qui sont sur des facteurs exogènes, qui ne sont pas liés directement à la maîtrise des centrales nucléaires. Et donc voilà où on en est. Ces gens-là mentent, rient, ricanent même grassement, c'est vrai qu'un regard assez sociopathe, mais c'est un autre débat, puis je suis pas médecin de toute façon, puis c'est pas moi qui vais juger, j'ai quand même une gueule étrange, mais et ces gens-là ont eu gain de cause, et Bruno Le Maire est récompensé, pour revenir à lui, revenons à nos moutons, hein, l'expression est bien consacrée, Bruno Le Maire qui est décoré par l'Allemagne. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas, en tout cas, ça pourrait l'être, voilà, ça pourrait l'être. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut se dire là-dessus, les amis, sur ce sujet-là. L'ami Bruno Le Maire, bon, l'incompétence qui, même en col roulé, se voit. Hein. Au bout d'un moment, ça se fissure. Hein.
C'est un peu comme les jambes de Djibril Cissé, hein. Ça pète facilement, ça tient pas, tu vois. Donc, voilà un petit peu. Alors, je prends, hein, dans le chat, un pêle-mêle qu'on papote. Il y a Teponoua, Alex Philippe 54 qui dit « On nous vendait le nucléaire comme le danger numéro 1 il y a quelques années, souvenez-vous ». Effectivement, hein, effectivement. Et pareil, hein, les centrales à charbon, il fallait absolument les fermer parce que c'était un désastre écologique. Qu'ont fait l'Autriche, l'Autriche ou les Pays-Bas, j'ai un doute sur le premier, qu'a fait l'Allemagne, qu'a fait la France au moment où ça devenait tendu sur l'énergie, sur l'approvisionnement énergétique. Et ils ont rouvert les centrales à charbon parce que leur promesse de grand remplacement du nucléaire, du charbon par l'éolien, par le photovoltaïque et autres, leur promesse n'a pas tenu et n'est pas tenable. N'est pas tenable en l'état, sans une vraie pensée énergétique qui ne se contente pas de faire plaisir à 3 lobbies présents à Bruxelles contre quelques bifetons, en fait. Ces gens-là travaillent comment dire, travaillent dans l'immédiateté. Il n'y a aucun plan, en fait. Vous le voyez bien. Depuis 20 ans, on vous dit qu'il faut faire de l'écologie, faut mettre fin au nucléaire et compagnie. Qu'est-ce qui a été fait en guise d'alternative? Absolument rien. Ou en tout cas, pas assez. Visiblement, pas assez, vu qu'on rouvre des centrales à charbon. Et après, on vient expliquer aux Français, on va faire un panier anti-inflation, je ne sais pas ce que c'est encore leur nouvelle invention. C'est que du plaisir, quoi. C'est que du plaisir. Sinon, on a Sébastien Quesada, que j'embrasse, qui dit bonjour à tous, et elle le dit fièrement, le sourire aux lèvres, et bien sûr, ça ne se retournera jamais contre elle, alors que les sans-dents, comme le disent certains, se font virer pour moins que ça souvent. Titi 3180 qui dit le boss de la France, ses pompes ne sont pas brillantes, il y a des miroirs avec toutes les langues qu'il y a dessus. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est bien trouvé. Au niveau des godasses, d'ailleurs, on embrasse la halle aux chaussures, voilà, qui est une enseigne que j'apprécie, hein, étant muni de chaussures de manière assez régulière. J'aime me rendre à la halle aux chaussures dans le but voilà, hein, de trouver chaussures à mon pied, hein, d'une certaine manière. Donc, et d'ailleurs, en parlant, alors rien à voir, là, en parlant de mocassin à gland, en parlant de gland, à la rigueur, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce que ça va me rendre grognon. Merci à Justameg qui vient de sub, c'est le 5e mois, merci beaucoup. Un monsieur qui est en train de revenir parce qu'il a lui aussi commis un livre dont tout le monde se fout, hein, d'ailleurs, sauf peut-être les gens intéressés par la question de poursuite juridique en France des gens coupables de pédocriminalité. Je vous parle bien évidemment, vous l'aurez deviné, de Daniel Cohn-Bendit, qui fait la promo en ce moment d'un nouveau bouquin qui était sur France 5, qui était partout, avec ce genre de discours, hein, cette fameuse gauche de post-68 heures, enfin même 68 heures avec Cohn-Bendit, rappelons-le, hein, un élu allemand au départ qui est venu en France, jeter des pavés sur les policiers, et qui aujourd'hui en a apparemment bien besoin pour continuer à tenir son discours, parce que je ne sais pas où il habite, mais apparemment c'est pas le même pays que nous. Je vous mets la petite séquence, et puis après une réponse de l'avocat Gilles William Goldnadel, qui m'a bien plu. La petite séquence, parce que voilà, je le mets, tac. Voilà, il y a un peu de grognonnerie, parce que voir des oiseaux comme ça ne me plaît pas forcément. Entre nous, là, puisqu'on est entre nous, si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement national et de Zemmour, vous fuyez le pays, vous restez plus là. C'est horrible. C'est comme ça. Donc, profitons de ces multitudes, vivons et puis acceptons les conflits. Oui, c'est difficile. Entre nous, voilà. Là, puisqu'on est en... Ça, c'est bon, du Cohn-Bendit tout craché, hein, vous connaissez bien. Hein, quelqu'un qui est toujours passé entre les mailles du filet, rappelons-le quand même, il y a 40 ans, qui avait déclaré à la télévision, je cite, « Vous ne savez pas le plaisir que c'est de se faire déshabiller par une petite fille de 6 ans ». Bon, voilà, hein, ce monsieur qui a été député européen, qui est toujours là. Alors aujourd'hui, qui soutient Emmanuel Macron. Hein, bon, bah, bien sûr, on n'est plus à une saloperie près, qui n'a jamais eu de réelle conviction politique, à part celle du vent, du sens du vent. D'ailleurs, pour ça qu'il est plus ou moins écolo aujourd'hui. Et ce monsieur qui a toujours traîné cet énorme scandale, cette énorme casserole derrière lui, à tel point qu'en 2002, je me semble que c'est 2002 ou alors aux européennes ensuite, en tout cas début 2000, il y a cette fameuse séquence où il faudrait que je vous la retrouve, parce que vraiment je déteste ce monsieur. Voilà, je vais être tout à fait honnête, c'est rare. Hein. C'est rare, je déteste qu'incarne ce monsieur. Voilà, on va pas faire d'attaque ad hominem.
c'est vraiment ouais, ce que le monde politique peut offrir de pire en termes d'impunité, en termes de saloperie. Regardez, cette séquence, c'était un reportage de France 3, on est en 2009 à ce moment-là, c'était aux élections européennes de 2009. Qui s'était passé, enfin le débat, on va dire la version longue pour vous montrer ça. Donc Bayrou qui fait directement référence effectivement au passé pédophile de Daniel Cohn-Bendit, qu'il avait assumé lui-même d'ailleurs. Hein, donc juridiquement il y a prescription, hein, hashtag affaire Maznef sur les réseaux sociaux, mais c'est lui qui l'a dit, à moins qu'il l'ait menti dans ce cas-là. Mais bon, si on se base sur ce qu'a dit Daniel Cohn-Bendit au sujet de Daniel Cohn-Bendit, il a un passé qui est effectivement peu reluisant. Bayrou lui rappelle dans le cadre de ce débat-là, et à l'époque, plusieurs journaux s'en étaient pris à François Bayrou, voilà, qu'on accusait en fait de remuer la merde sur ce genre d'affaires, et c'était presque de la faute de François Bayrou d'avoir rappelé ce genre de choses. Donc c'est dire l'impunité dont profite Daniel Cohn-Bendit, hasard du calendrier d'ailleurs. Ces deux oiseaux qui s'opposaient à l'époque, aujourd'hui sont tous les deux des soutiens d'Emmanuel Macron, à celui d'ailleurs qui serait le plus à même comment dire, d'être le plus suzerain en vérité d'Emmanuel Macron. Donc d'ailleurs, puis autre hasard du calendrier, c'est quand même assez fou, hein, petite parenthèse, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, mais c'est fou de voir les mêmes têtes, quoi. Les mêmes têtes, Bayrou, Cohn-Bendit, en fond on avait Xavier Bertrand, Arlette Chabot qui présente l'émission. Tous ces gens empaillés qui font partie du monde politique depuis 40 ans, politique ou médiatique d'ailleurs, et qui vous disent ah les jeunes c'est bien, le progrès, la politique, le machin. Les mêmes têtes depuis 40 ans, c'est dégoûtant, c'est vraiment dégoûtant. Et rendez-vous compte, alors et j'espère franchement me planter, mais si la relève de cette génération-là, c'est Louis Boyard, Julien Audoul, Sandrine Rousseau, et qu'on doit se les frapper pendant 40 ans, ça va être coquin. Ça va être coquin à l'époque, hein, je vous le dis. Hein. Donc ou Adrien Quatennens, non, on va rigoler. Bon, apparemment, il a été recruté par le Racing Club ici les Moulineaux en boxe poids léger, poids coq. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais apparemment il aurait quelque chose. Donc on va voir. Pendant que je vous parle, je reviens. J'ai peut-être trouvé une séquence où Bayrou. Alors, est-ce qu'il présente ses excuses ou pas? Mais je vous montre ça pour le plaisir. L'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin, le patron du MoDem a une nouvelle fois reconnu. Vous aurez reconnu Audrey Pulvar. On est en 2007. Audrey Pulvar qui est en couple avec, ou qui était avec une tête politique, je ne sais plus laquelle. Enfin bon, bref, vous aurez reconnu Audrey Pulvar. Qu'il n'avait pas forcément mené la meilleure des campagnes, comparant même son algarade avec Daniel Cohn-Bendit sur le plateau de France 2 au coup de tête donné par Zidane à Materazzi en finale de la Coupe du Monde en 2006. Regardez. Vous savez, en finale de la Coupe du Monde, Zidane donne un coup de tête. Et ça arrive à des gens. Or, Zidane est un type, enfin est un homme qui, je crois, garde ses nerfs en général. Il arrive qu'il y ait des moments où, voilà, tout simplement, s'exprime quelque chose qui devrait naturellement être gardé, conservé, mis au frigo, et puis qui tout d'un coup explose parce que... Voilà, l'aveu est clair. François Bayrou, alors déjà, se compare à Zidane, bon, ça on repassera, mais pourquoi pas. Et qui dit qui reconnaît que ce qu'il a dit à Daniel Cohn-Bendit en mettant en lumière son passé pédocriminel, il aurait dû, je cite, le laisser au frais, hein, il n'aurait pas dû le dire. Donc il faut se rendre compte de ça, quoi. Il faut se rendre compte de ça. Donc un laïus assez long pour vous dire que rebelote aujourd'hui avec Daniel Cohn-Bendit qui continue de distribuer les leçons politiques avec une sorte de morgue assez sidérante, mais bon, qu'importe. Et heureusement, on a eu... Alors, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, et bon, à la limite, on s'en fout de mon avis. Merci à Hamster Jovial 40 qui vient de ce 11e mois magnifique, c'est quasiment le record, ça. Merci beaucoup. Et Gilles William Godnadel qui a reparlé de ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'était il y a quelques jours sur CNews, et ça fait du bien. Question. Et l'avis de M. Cohn-Bendit est une provocation. C'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Donc ça fait... Oui, ça c'est bon.
Pourquoi c'est bon? C'est quelqu'un, je répète, c'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Bon. Pardonnez de ne pas prendre... Même M. François Bayrou s'était excusé après. Non, mais pardonnez de ne pas prendre les propos de Daniel Cohn-Bendit avec un sérieux particulier. Je n'attache pas grande importance à ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Et d'ailleurs, vous avez été plein d'aménité en sélectionnant ces propos-là, parce qu'au début, il taxe M. Ciotti et Mme Le Pen de complotisme. C'est la grande mode maintenant à l'extrême gauche, c'est que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont complotistes. Comme ça, on a tout dit. Ce qui est beaucoup plus... Et puis il dit aussi, quand quelqu'un lui fait remarquer, mais gentiment, parce que tout le monde est d'accord sur ce plateau de service public, tout le monde est d'accord avec lui. Hein. Il y a quelqu'un, il y a M. Patrick Cohen qui lui oppose, mais ça ne compte pas, que la grande majorité des Français considèrent tout de même qu'il y a trop d'immigration, mais c'est pour dire, mais ça ne touche pas. Mais il dit, mais quand on lui dit, mais il y a quand même trop d'immigration, mais il dit, mais il y avait trop de Juifs dans le Marais aussi. Non, je veux dire, pardon de le dire, mais je ne sache pas que les Juifs qui étaient dans le Marais ou qui sont toujours ont pratiqué le terrorisme ou sont rués, gare du Nord quelque part. Je veux dire, et puis sa comparaison avec l'Ukraine, elle est totalement saugrenue. Parce que ce qui est propre, alors en dehors du fait de ce truisme que je n'ose utiliser, à savoir que ça n'est pas la même civilisation, ça n'est pas la même religion, donc ça n'est pas les mêmes problèmes d'intégration, sauf qu'ils ne veulent pas s'intégrer, les Ukrainiens. Ce sont les femmes et les enfants qui sont là provisoirement parce que les hommes, eux, se battent en Ukraine, contrairement à une certaine immigration. Donc, où que je tourne mon regard, c'est de la sottise brute du début jusqu'à la fin. Voilà, au moins ça c'est dit. Hein. C'est vrai que je voulais vous montrer cette séquence pour finir cette page de Daniel Cohn-Bendit. Voilà, c'est important d'avoir quand même Monsieur Gonadel Maître Gonadel même, qui remet les pendules à l'heure, avec quand même, on va revenir 30 secondes en plus sur cette réaction de Julien Drey. Et l'avis de Monsieur Cohn-Bendit est une provocation. C'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Donc ça fait... Oui, ça c'est bon. Pourquoi c'est bon? C'est quelqu'un, je répète. Ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est bon. C'est du passé, ça. Hein, t'as touché deux gosses, bon. Hein, on peut s'amuser, c'est mai 68. Hein, c'est Foucault, c'est la belle époque. Donc non, c'est Julien Drey. Alors pareil, escroc notoire, hein, déjà bon, condamné dans des histoires de montres. Hein, l'un des fondateurs de SOS Racisme, qui a aussi contribué à ce climat aujourd'hui, qui est ce qu'on connaît sur la lutte antiraciste, hein, SOS Racisme qui est, si vous voulez, l'espèce de casserole dans laquelle on a cuisiné le courant woke. Alors, il y a cher Alzamandar, qui est à nouveau dans le chat, que je salue, qui dit « Ah oui, t'es un faf, en fait. » Non, au contraire, si tu veux. Parce qu'on ne pourra pas annihiler, on ne pourra pas mettre fin au racisme en France si on a des gens qui font leur argent dessus. C'est tout le problème, c'est que SOS Racisme, enfin, c'est la phrase que j'aime bien citer, hein, qui était de Baudrillard dans son livre Cool Memories. SOS Baleine, enfin, c'est l'idée, c'est pas la phrase exacte, hein, je n'ai pas une mémoire de fou. Voilà, Alzamandar pas content, qui dit allez baise ta mère, apparemment. Alors, qui est sûrement hein, un engagement de paix entre les peuples, hein. Mais bon, si tu veux, ma mère ne regarde pas. Pas grand chose à dire là-dedans. Puis j'allais sortir une phrase, si tu veux, qui est quand même un peu dommage. SOS Baleine, que veut sauver SOS Baleine sont les baleines, que veut sauver SOS Racisme, tu vois. Donc, on embrasse ma mère là-dessus. Mais voilà, si vous voulez, pour cette histoire de Julien Drey, qui voilà, est quelqu'un qui a largement contribué à ça, qui a fait toute sa carrière politique en vivant grassement sur le dos des peuples, quitte à voler d'ailleurs de l'argent public, qui vient du Parti Socialiste. Alors ça encore, c'est pas grave, il y a de bonnes bêtes sous tout poil, mais c'est vrai que non, c'est redoutable, hein, c'est redoutable. Donc non, il n'y a pas de Napoli qui dit il faut arrêter de répondre aux gens qui te traitent de faf, ils sont à court d'arguments. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi pas? Chacun son avis. Hein. Ah, moi, c'est juste le passage, si tu veux, qui m'embête, quoi. Qui m'embête sur l'aspect maternel de la chose. Bon, c'est fâcheux, quoi, mais c'est comme ça. Alors, je prends le chat, on papote un peu, parce que je parle tout seul depuis tout à l'heure. Alors, il y a qui? Alors, il y a qui dit bonjour Rémi, tu as dénigré Soral d'un revers de main dans Les Incorrectibles tout en vantant Rouge et Rond, alors qu'ils disent à peu près 95% la même chose. Alors, très franchement, et c'est vrai, c'était chez l'ami Murillo, hein, des Incorrectibles.
où il m'avait posé la question. Alors, il y a deux choses, en fait, cher ami. Oui, c'est vrai que je ne tiens pas Alain Soral en très haute estime pour deux raisons. C'est que déjà, je connais pas assez son travail. Donc, j'ai déjà, en fait, c'est pas une question d'apprécier ou de ne pas aimer, c'est que je ne connais pas assez. Donc, j'ai un jugement qui est hâtif. D'ailleurs, j'ai pas de enfin, je peux pas avoir de jugement. Ce serait pas sérieux de ma part. Maintenant, ce que j'en ai entendu ne m'intéresse pas forcément. Voilà. Peut-être que je pourrais tout à fait apprécier, peut-être que je pourrais détester. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Et Pierre-Yves Rougeron, alors c'est un peu différent dans la mesure où je commence à suivre vraiment son travail, à m'y intéresser beaucoup, notamment ce que fait le Cercle Aristote et tout ça, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de parler, je trouve qu'il est passionnant. Je suis globalement d'accord aussi avec certaines choses. Et c'est vrai que peut-être que je pourrais être d'accord sur certains points avec Alain Soral. Je sais pas, en fait. C'est surtout de l'ignorance plus qu'autre chose. Mais j'accroche pas forcément du peu que j'ai pu entendre, j'accroche pas, ça m'intéresse pas plus. Voilà, pour être tout à fait clair avec toi. Il y a le débat, hein, il y a Mister Deans qui dit Rougeron n'est pas Soral du tout, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Rougeron, mais il a vraiment un point de vue étayé et intéressant. Alors il y a qui dit, ne serait-ce que pour le critiquer en connaissance de cause, en prendre et en laisser. Effectivement, une chose, c'est ce que je te dis, je connais pas assez pour avoir un réel avis. Donc je préfère voilà, être tout à fait prudent et te donner les éléments. Euh, on a Tank Girl qui dit en même temps, Soral dit que des choses incohérentes, c'est difficile de s'y intéresser. Ça, je vous laisse libre de vos propos. IMD80 qui dit, en effet, le cercle aristocrate, alors, je crois que c'est le cercle Aristote, il me semble, est intéressant, effectivement. Titi 3180, sans transition, hein, côté automobile, t'en es où du permis? Je passe le 3 février. Il y a eu décalage, ça devait être le 13 janvier. Finalement, ce sera le 3 février. Donc là, la pression est à son comble. Brûle Rocky qui dit il n'y a pas de. Alors, apparemment, qui n'aime pas la boxe, visiblement. Il n'y a pas de vérité, juste des points de vue et des théories. Ça, c'est la philosophie comme on l'aime. Alors, il y a qui dit on peut tout reprocher à Soral sauf d'être incohérent. Je vous laisse débattre entre vous. Moi, tu vois, là, je fais arbitre. Hop, 15-0. Donc, Cycloman69 qui dit mais c'est quoi un FAF? Quelqu'un peut m'éclairer, pardon. C'est un fasciste. C'est le raccourci de facho, en fait. T'as eu fasciste, facho, FAF. F, peut-être. Dans 3 ans, ce sera F. Donc, c'est fasciste. Bon, alors, moi, je trouve toujours le débat intéressant, hein, sincèrement. Hein, quand on me dit t'es fasciste, je trouve ça toujours intéressant de savoir ce qu'on met dedans. Parce que, bon, bon, souvent c'est extrême droite, on va pas se mentir non plus. Mais, enfin, sans jouer au con, bon, quelqu'un qui arrive au bout de 3 phrases qui dit ah oui, toi t'es fasciste parce que t'as voté je sais pas qui, tout sauf Macron en fait, t'es fasciste. Bon. Effectivement, là, la discussion, souvent, bon, je vais pas trop loin, mais quand c'est quelqu'un de voilà, honnête intellectuellement et avec qui tu peux boire un coup et tout, bah, c'est toujours intéressant de remonter un petit peu l'histoire, parce que le fascisme naît à gauche, quoi. Et ça gratte un petit peu, hein, mais le fascisme, c'est Mussolini en italien. Ce qui n'a rien à voir avec le nazisme, d'ailleurs. Quand on parle d'Hitler comme d'un fasciste, quand on fait le lien fascisme-nazisme, déjà, on est un peu en retard. Déjà, on n'est pas ouf. Déjà, on n'est pas ouf parce que malheureusement, voilà, ça n'a rien à voir. Pour aller très vite, alors des gens ont passé des décennies à travailler sur le sujet. C'est pas moi qui vais résumer aujourd'hui, mais on retrouve dans le fascisme un culte de la personnalité centrale, en fait. C'est l'homme providentiel. C'est-à-dire que c'est Mussolini. Ça vient de fesso en italien, fascisme. Il y a cet élément-là qui prend le pas sur le reste. Donc culte de la personnalité, chef unique. Et c'est Mussolini, voilà. C'est l'incarnation de Mussolini, le pilier central en fait du pouvoir. Alors que le nazisme aurait pu tout à fait résister à Adolf Hitler. Parce que chez Adolf Hitler, dans le nazisme, on est plutôt dans quelque chose de plus civilisationnel. C'est le peuple providentiel, donc la race aryenne, qui doit dominer toutes les autres. Mais c'est-à-dire que le nazisme aurait pu se pérenniser après Hitler. Pour le fascisme en Italie, enfin en tout cas en Italie, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué. Mais c'est vrai que quand on parle de fascisme, je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on oublie assez rapidement que le fascisme naît à gauche, de manière générale. Il y a Sabine Nergouti dans le chat qui dit c'était aussi Franco en Espagne. On peut aussi faire un lien. Et c'est toujours compliqué. C'est un vrai débat historique. Hein. Mais prenez la situation de l'Espagne avant et après Franco, on a une modernisation incroyable.
Oui, l'Espagne était à ce moment-là dans une situation qui n'était pas celle d'une démocratie pure et parfaite, loin de là, mais on a des progrès sociaux monstrueux qui sont assez incroyables dans l'Espagne franquiste. Donc c'est toujours un peu compliqué. C'est que maintenant, par fainéantise intellectuelle, on dit, bon ben voilà, c'est fasciste, on fout ça à la poubelle. Déjà, on oublie où est né le fascisme. Même chose d'ailleurs quand on dit fasciste au sens où on pense à Hitler, donc ce qui est déjà en soi une contradiction, mais c'est pas grave. Même quand on pense à Hitler, le parti d'Hitler, c'était le national-socialisme. Donc bon, là aussi, je veux bien, hein. Quand on dit Marine Le Pen, la peste brune, les bottes, les années 30, y a peu de gens qui font ce procès-là à Anne Hidalgo. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Parce que ils oublient un petit peu cet élément-là. Cet élément-là, oui, il y a le national, il y a le mot national dans le national-socialisme, mais il y avait une véritable politique sociale qui s'est faite très clairement au détriment atroce et horrible qu'on connaît tous, au détriment des juifs et d'autres populations, enfin, au détriment des opposants, aussi des opposants politiques et syndicaux. Mais il faut quand même pas oublier ça. L'histoire est trop facile si on la regarde avec les lunettes de Sandrine Rousseau, en fait. Et je vois pas pourquoi on étudie pendant plusieurs années au collège et au lycée l'histoire de France, si c'est pour tout résumer en 3 phrases. On aurait mieux fait de faire du handball ou je sais pas, de l'athlétisme pour aller chercher des médailles au JO. Le problème, c'est quand tu résumes l'histoire comme le fait Sandrine Rousseau ou je sais pas qui prend pas trop la peine en fait d'accepter la complexité des choses, bah, c'est sûr que l'histoire de France, c'est facile, hein. Les Gaulois, le fascisme. Terminé. Allez, à dégager voie 12, terminé. Donc c'est sûr que c'est fastoche, quoi. Merci à Nitten qui vient de sub, c'est le 8e mois, merci beaucoup. Oui, non, mais il y a Twitchatch qui dit Laval est un laïcal de gauche. Effectivement, mais pareil pour René Bousquet, préfet de Paris, qui a directement piloté la rafle du Veldiv, euh, qui est quelqu'un qui est né à gauche. Et ce sont des choses. Aujourd'hui, il y a un procès historique qui est fait, qui est assez mensonger. Alors, il y a Mister McKay qui dit ouais, mais il raconte n'importe quoi, lui, c'est affolant ce mélange des genres MDR. N'hésite pas à dire sur quel point, hein, cher ami, qu'on papote et tout à fait que tu corriges si tu n'es pas d'accord, hein. C'est le but de la maison. Ah, ici, on discute, hein. On discute, on peut dire des conneries, mais toujours dans le respect, la bonne entente, tout ça. Donc, moi, je vous dis ça, c'est que mon avis, mais l'idée, c'est justement, si t'en as un, hein, cher Mister McKay, n'hésite pas à nous dire. Sabine Nergouti qui dit Saddam Hussein avait mis en place la laïcité avant de sombrer dans une dictature. Alors, c'est peut-être encore un extrême qui risque peut-être pas de plaire à Mister McKay, mais c'est vrai qu'en termes de positionnement politique, il faut se poser la question, quoi. C'est peut-être trop facile de condamner euh, enfin, en faisant l'économie de tout ça, quoi. Et d'accepter la complexité de l'histoire où il n'y a pas les méchants d'extrême droite contre les gentils de gauche, tu vois, ce qui est crétin, je veux dire, en soi. Mais je prends dans le chat, hein, les amis. Vous dites un petit peu ce que vous en pensez, c'est important, hein, c'est important, je veux dire. Voilà. Il y a Cycloman69 qui dit l'immigration massive est défendue par la gauche pour des raisons humanistes et fait les beaux jours de la droite qui, par le capital, en tire profit, effectivement, hein. Extrêmement marxiste, hein, extrêmement marxiste, hein, mais on est d'accord, hein. Euh, Félim00 qui dit ça s'appelle l'histoire, en parlant à Mr. McKay qui dit ça s'appelle l'histoire, donc si c'est du délire, là c'est toi le fasciste qui a écrit ça. Attention, peut-être par contre si on peut s'éviter de s'insulter de fasciste, sinon on va pas s'en sortir. Moi je sais plus qui est qui après. Faut choisir son équipe hein, au bout d'un moment, donc faut faire attention. Voilà, il y a Bobby is back, le retour effectivement, hein, qui dit de toute façon les ennemis du peuple c'est les Anglois. Voilà. Au moins c'est clair. Guji Perem qui dit exact, une bêtise par phrase, pas le temps de tout débunker. Ah bah, déjà, prends une phrase si tu veux, à la rigueur. Au moins une. Au moins pour discuter, hein. C'est toujours ça. On a Mister Serizawa qui dit j'ai eu des échos d'élèves qui sont à l'université de Lille. Il paraît qu'elle est largement détestée, en parlant de Sandrine Rousseau, qui est professeure. On a quoi d'autre ici? Je regarde le chat, hein, ça réagit, ça papote. On attend hein, les infos de Mister McKay, peut-être, hein, et de l'ami Guji Perem, hein, qui pourrait nous dire pour nourrir le débat. C'est vrai qu'on ne peut pas tous être d'accord, ça c'est important. C'est important. Donc voilà, on est là. Titi 3180 qui dit les partis n'ont plus que le nom quand on voit ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Ça c'est vrai que. Ah, ils sont partis. Au moins ils sont partis. Ça c'est vrai que ça on peut pas leur enlever. Félim00 qui dit mes excuses, alors c'était juste pour marquer le coup par rapport à ce qui a été dit et que je vous trouvais très agressif. Donc pas de soucis, on déconne, attends, on rigole aussi. C'est important. C'est l'espace ici, hein.
Moi, j'aime bien, tu vois, la détente. La détente. Il y a Hardiska qui nous dit c'est vachement anti-marxiste. Marx est à relire, Engels aussi, qui a fort bien décrit la manière dont le capitalisme se sert du lumpen prolétariat, soit les marginaux, les racailles, etc., pour foutre le bazar chez les travailleurs et casser les mouvements sociaux. Ah, effectivement, dans le manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels, on a quand même tout un passage euh, sur la préservation des intérêts de l'ouvrier national face à l'ouvrier étranger. Aujourd'hui, celui qui dit ça, effectivement, il est bon à juger à Nuremberg, quasiment. J'exagère volontiers, parce que peut-être Mister McKay qui va m'engueuler, mais c'est vrai que faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça, dans la mesure où les, 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 les intérêts capitalistes se noient dans un discours positif. Enfin, qui est le discours de l'immigration, effectivement. On ne peut pas le condamner d'une manière, on ne peut pas l'encenser d'une autre manière en étant aveugle à tout. Il y a un vrai débat à créer, mais il est difficile de dire aujourd'hui que les mouvements migratoires, quels que soient enfin, en tout cas dans bon nombre, dans la majorité des pays d'accueil, on va dire, tout cela se joue contre l'intérêt des travailleurs nationaux et contre même, parce que c'est aussi un pan du problème. Alors merci à Atroxic qui vient de s'après, merci beaucoup, contre même l'intérêt des peuples de départ. C'est-à-dire que on prend souvent la bonne vieille image du Front National dans les années 80-90, le plombier polonais qui venait en France voler le travail des plombiers français. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il faut voir un autre danger, parce que ça, à la limite, on peut débattre longuement. Est-ce que ça vient voler le travail des Français, tout ça? C'est une sorte de lubie qui est dénoncée depuis 40 ans. Ok. Mais l'autre problème, quand on le voit par exemple sur la question de la santé, on est content comme tout en France de dire on a des médecins du Bénin, on a des médecins du Congo. Merci à Mougmoug qui vient de sub, 5e mois, merci beaucoup. On a des médecins qui nous viennent d'Afrique. Alors c'est très bien de mettre en avant voilà, le cœur français qui accueille des gens, mais ces médecins qui partent euh, du coup, ne reste pas en Afrique. C'est complètement con ce que je suis en train de vous dire. Mais pendant qu'ils travaillent en France et que tout le monde s'en sens, ils ne travaillent pas en Afrique. Donc, ils n'aident pas au développement, à l'amélioration des situations de santé en Afrique. Donc, c'est un double problème, en fait. C'est-à-dire que on peut se demander, effectivement, le fait que ces médecins-là soient en France, est-ce que ça prend le travail des Français? Alors, ça, c'est assez vite réglé à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on voit bien que on n'a plus assez de médecins en France, on n'a plus assez de moyens et tout ça. Donc, qu'on ait de nouveaux médecins qui viennent de l'étranger chez nous, c'est une bonne chose pour la France, mais pour l'Afrique, c'est un drame. C'est un véritable drame. Donc, je prendrai au sérieux, si vous voulez, les bons esprits, souvent de gauche, pas du tout pour dénoncer, les bons esprits souvent de gauche, qui voient d'un bon œil l'immigration en France, mais qui en revanche oublient de pointer du doigt que ces gens qui partent d'Afrique ou qui partent d'autres territoires nuisent d'une certaine manière. En tout cas, ne défendent pas non plus les intérêts de leur pays de départ. Donc, euh, je crois qu'il faut faire attention sur ce point-là, quoi. Alors, il y a Macno 2021 qui dit Salut Rémi, tu vas atteindre un Dunning-Kruger. C'est une réelle pandémie dont ce syndrome t'affecte. Alors, Dunning-Kruger, pour expliquer, hein, alors tu me corriges, parce que n'hésite pas à me dire aussi sur quel point, parce que moi j'aime bien papoter et débattre et reconnaître mes conneries, mais il faut me donner du grain à moudre, sinon là je peux que te dire oui, mais je sais pas où en fait. Faut que tu me dises. Dunning-Kruger, si je dis pas de conneries, c'est euh, cette histoire de tu sais, la courbe là. Enfin, comment dire, sur un sujet donné, moins tu sais de choses, plus tu as la prétention de savoir beaucoup. Et c'est-à-dire, plus tes connaissances augmentent, moins tu fais le malin en gros, et moins tu dis je vais régler le problème. Et c'est sûrement vrai, hein, je te l'accorde volontiers, cher ami, mais il faut me dire où, parce que à part m'auto-flageller, j'avance pas beaucoup là, hein. Puis bon, aussi, il faut que j'anime le Twitch, parce que si tu veux, c'est aussi une émission un peu sympa, tu vois. Donc, tu vois. Mais il faut me dire où il n'y a pas de problème. Il y a Wham the Red qui dit personnellement, je laisse le travail aux autres, je ne sais pas entrer dans ce système. C'est aussi un point à régler. Euh, donc voilà un petit peu ce qui peut se dire aujourd'hui. Voilà, on a quoi? Il y a Mister Serizao 76 qui nous dit mon oncle a travaillé quelques années dans le service public, puis il a arrêté, et maintenant il est alcoolique. La semaine dernière, on lui a proposé de conduire un car scolaire. Vous savez, à cause du manque de conducteurs, chouette non. Ah merde, c'est pas drôle. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle du tout. C'est vrai que c'est un peu tendu.
Macno 2021 qui dit pour faire court, c'est ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus. Oui, absolument. Je suis d'accord. Tu vois, au moins, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Hein. L'effet Dunning-Kruger, si jamais. Hein. Trivial Poursuite, ça tombe, ça peut faire des points. Mais du coup, sur quel point tu penses? Parce que justement, pour nous dire où est-ce que tu n'es pas d'accord, toi, ce que tu dirais, ce que tu penserais sur un point précis, voilà, n'hésite pas, hein, avec plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Il y a Delph74, ça doit être Aurore Berger. Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas grand-chose. Ouais, il y a un code 2001, après Q. Il n'y a que des Q. Je ne sais pas si c'est un message, mais donc voilà, il y a un max de Q, apparemment, voilà, pour cette personne. Donc voilà, c'est un peu le sujet du jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ah, non, mais c'est intéressant. Voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de raccourcis, mais j'attends les éléments, moi, de l'ami Macno 2021. Hein. Faut nous dire. Hein. Faut nous dire. Mr. Dean, qui le chat est passé par le clavier. Ça, c'est possible. Ça, c'est souvent la faute des chats, d'ailleurs. Ça, c'est clair qu'il y a quelque chose. On a quoi d'autre? Steph C qui dit aussi la connaissance est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Et ce n'est pas ce que je pense de toi, Rémi. Sympa. Humaniste. Non, Macno 2021 qui dit c'est trop long à développer en tapuscrit. Ah, je veux bien, mais donne-moi du grain à mots, tu peux résumer. Si tu es capable de me diagnostiquer Dunning-Kruger, c'est que tu peux résumer 3 phrases, non? On peut se débrouiller. Mais non, mais ou alors tu peux venir sur Discord. On peut en parler en appel vocal sur Discord. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, je suis chaud. Je suis chaud. Donc, non, mais c'est vrai que tu vois, ah bah tiens, il y a Cycloman69 qui va faire du vélo. Ça, c'est sympa. J'espère. Fais gaffe parce qu'il neige, apparemment. Je sais pas où t'es, mais il neige où il y a la tempête Gérard. Hein, faut faire attention. Euh, Ouais, donc non, c'est important. Moi, j'aime bien de papoter. J'aime bien ça. C'est vrai que l'ambiance est tendue. On va pas se mentir. Là, tout le monde en a plein le cul. C'est aussi ça le truc qu'il faut pointer du doigt. C'est que je suis d'accord, c'est pour ça que je prends bien volontiers moi, les critiques, les attaques de gens qui pensent que je dis des conneries et tout. Au moins, on est dans un espace où on parle de ça. Tu vois. Pendant qu'on parle de ça et on n'est pas d'accord et que sûrement je dis des banalités, et tout, ça j'en conviens bien volontiers. Pendant ce temps, on n'est pas en train de regarder 3 candidates de télé-réalité s'engueuler et se jeter leur faux sein à la gueule. Tu vois. C'est au moins l'avantage des choses. C'est qu'au moins, bon, pendant qu'on est là, qu'on s'engueule, il y a encore ce goût du débat, si vous voulez. Ce goût de la discussion. Ça me plaît bien. Ça, je trouve ça bien. Donc au moins, on n'a pas tout perdu. Il faut rester là-dessus, quoi. Donc non, c'est que du plaisir. On soit bien d'accord. Donc, ouais, bon courage hein, à l'ami Cycloman69 qui part au vélo. Ça, c'est pas évident. Là, faut se l'envoyer. Donc voilà hein. Un petit peu ce qu'il en est, les amis. Est-ce qu'on a fait le petit tour pour aujourd'hui? Tu voulais pas aller chercher à manger, toi? Oui, j'étais un peu. Tu veux y aller parce que... Ah, mais attends, je viens avec toi. Ouais. On organise la logistique du repas. Donc, les amis, vous l'aurez compris, hein, c'est les coulisses. C'est les coulisses. On va aller s'acheter à manger gentiment. Gentiment. Voilà, je prends encore un petit peu le chat. Hein. Evans Templar qui dit non, mais ceux qui lancent le syndrome de Dunning-Kruger le font systématiquement pour des gens qui n'ont dit aucune connerie, c'est quand même paradoxal. Titi3180 qui dit papotage de malade, Rémi, quel temps il fait chez nous. Apparemment, on a de la neige. Mais je sais pas, on n'a pas de fenêtre dans le studio. Ah ouais, on est aussi éclairé qu'Agnès Pannier-Runacher, donc c'est pas terrible. Voilà un petit peu, voilà. On prend les amis, on papote, ça c'est bien. On a Kilo, tiens, voilà, j'ai vu, ça c'est bien. On veut plus de contenu, Event Templar qui dit ça. On va augmenter le rythme de Twitch. Là. Je vous ai dit, tiens, je vais vous donner le programme qui arrive. Alors, bougez pas. Tu vas sur Twitter, si tu veux, pour le diffuser aux gens. Vous l'avez en Twitter. Information du responsable média, logistique, montage, marketing et Pokéball qui nous dit, vous avez les infos sur les réseaux sociaux. Ouais, non, mais comme ça, tu peux l'afficher, je veux dire. Tu peux le dire, hein. Tu peux assumer, hein. C'est toi aussi, hein. C'est toi qui donne les infos, hein. Le technicien de l'Internet. Absolument. Voilà. C'est où? Ah oui, je peux le mettre. Ah oui, pardon, d'accord. Tu vois, tu l'affiches aux gens pendant que tu le présentes. Ah, oui, Evelyne Delia à la météo. Je viens de comprendre le message. J'avais pas compris. Pourtant, c'était évident, putain. C'est où? C'est là? Voilà. C'est là. Vous avez le programme. Voilà. Bah oui, oh, putain, il est beau. C'est beau. 4 Juste Bistrot, là. 4 Twitch.
cette semaine. Vous avez le créneau, c'est sur Twitter. Hein. Twitter, Facebook, Instagram. Non. Ah bah super. Ah bah génial. Twitter, Facebook. Et donc voilà. Demain, on se retrouve à 17h30, les amis. Sur Twitch, soyez au rendez-vous, fin de journée. On se fera un petit peu les journaux, on se fera tout ça. Ce soir, bien sûr, sur YouTube, vidéo, Emmanuel Macron et le sport, hein, le roi de la propagande musclée. On a remonté pour vous une enquête signée Marie. Hein. Moi, de toute façon, maintenant, je suis plus ou moins acteur. Hein. On me fout des mots dans la bouche, des mots qui résonnent d'ailleurs, comme disait Jennifer. Donc ça, c'est 18h. Hein. On va un peu questionner le rapport entre Emmanuel Macron et le monde du sport. Alors les rapports d'ailleurs entre Emmanuel Macron et peut-être même les gens qui font du sport. Mais on va justement parler de tout ça. C'est 18h. Demain, 17h30, le Juste Bistrot. La farce tranquille, mercredi 18h, vous le savez, que du plaisir. Et vendredi, en fin de semaine, on se retrouve avec le 2e épisode de Ça va couper, la nouvelle émission sur la crise énergétique. Donc là, attention, ce sera électrique. T'as compris le truc. Donc, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là pour ce début de semaine. Plein fer, plein gaz. Merci à vous d'avoir participé dans le chat. Bien sûr que voilà, ça s'empoigne, ça s'encanaille, mais c'est tout ce qu'on aime. C'est l'esprit Juste Bistrot. Voilà, hein, avec un verre ou deux dans le pif, on peut s'empoigner, mais toujours dans le respect du plaisir et surtout dans le respect de ne pas renverser les verres parce qu'on ne gâche pas du Ricard. Donc c'est l'esprit qu'on aime. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi nombreux. Rendez-vous demain, 17h30, Juste Bistrot. Je vous salue bien bas, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est fini.